Bonjour à tous et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez i24 News et c'est l'heure de parler de l'info en Israël, celle que vous avez sans doute ratée. On va tout vous dire, surtout restez avec nous. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir cette séquence avec le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui présente une nouveauté pour la rentrée 2015, renforcer l'enseignement des mathématiques. Et Kim Shimon Peres, l'ancien président de l'État, est toujours aussi actif d'ailleurs de vanter l'idée. Regardez. סינוס אלפא שווה, מי יודע? שמעון, אני רוצה שיחה עם ההורים. אולי בכל זאת יצא ממך משהו. הורים, אל תוותרו לילדים שלכם על 5 יחידות מתמטיקה. לתת 5 מכפילים את מספר תלמידי 5 יחידות מתמטיקה. לתת לעצמך, לתת למדינה, לתת 5. Oui, il a dû bien s'amuser, Shimon Peres, messieurs, à jouer dans cette publicité. Mathias Inbar, bonjour. Julien Valoul, bonjour. Merci de participer à Israel Inside aujourd'hui. Alors pourquoi cette année, eh bien, la rentrée scolaire est marquée par les mathématiques, Mathias? Tout simplement parce que les mathématiques, c'est aussi un esprit logique, c'est un esprit concret, c'est un esprit conquérant, c'est un esprit surtout qui permet de voir plus simplement la vie, parce que 2 plus 2 font 4 et c'est une science qui est concrète et non pas abstraite. Et voilà pourquoi Israël a décidé de mettre l'accent cette année, de multiplier le nombre des heures de mathématiques, tout simplement pour former les jeunes tôt aux mathématiques et à avoir l'esprit de logique beaucoup plus tôt que ses voisins européens, parce qu'effectivement le système éducatif israélien fait en sorte de responsabiliser les enfants, mais en tout cas de ne pas trop les suréduquer, si vous voulez, aux matières qui sont difficiles à comprendre dès le plus jeune âge. Et donc ça permet, par exemple, effectivement, vous allez me répondre, mais comment ça se fait que les Israéliens, eh bien, ensuite deviennent de fantastiques cerveaux et deviennent des gens de la high-tech, des mathématiciens connus et reconnus dans le monde? Eh bien, parce qu'ils se forment après l'armée. Et là, eh bien, ou pendant l'armée, effectivement. Mais là, eh bien, l'accent est mis depuis le plus jeune âge parce qu'ils veulent former. Mais ça va pas marginaliser ceux qui n'aiment pas les maths, ça, Julien? Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux être bon en maths. Hein? J'aurais été extrêmement marginalisé au lycée si ça avait été le cas, Valérie. Mais il faut peut-être rappeler, Mathias, sur Twitter, il s'était exprimé, Naftali Bennett, sur le sujet. Il avait rappelé qu'il y avait plus d'élèves en Iran qui apprenaient les mathématiques en coefficient 5 qu'en Israël. Et il avait fini son tweet en marquant « Je m'en occupe ». Alors, ce qui est très important de souligner, c'est que Naftali Bennett, quand même, est un ancien high-techiste, un homme de high-tech, qu'il ne voulait pas ce poste de ministre de l'Éducation, qui voulait être surtout à la défense. Force est de constater qu'il a fait un virage à 180 degrés, et lui, le high-techiste, eh bien, veut imposer ses maths. Alors, comment elle a été accueillie, justement, cette mesure dans les écoles? Mais écoutez, et par les parents aussi. Hein. Par les parents tout simplement bien, parce que les parents aussi veulent que leurs enfants aient un esprit de logique, et surtout par l'ensemble du corps professoral, parce que par exemple cette année, on a vu d'anciens capitaines dans l'armée qui étaient par exemple notamment dans le système de communication de l'armée, qui ont quitté l'armée pour devenir professeurs de mathématiques cette année. Je vous propose d'ailleurs, si on peut l'écouter, peut-être Naftali Bennett. לימודי המתמטיקה והמדעים הוא איום אסטרטגי על מדינת ישראל. חסרים לנו אלפי מהנדסים. מה שקרה באמריקה, הלכו להודו ולסין. אנחנו לא רוצים ללכת להודו ולסין להביא לפה מהנדסים. אנחנו יכולים מבפנים וממגזרים שעוד לא הגענו אליהם. ולאיום אסטרטגי יש צורך בתוכנית לאומית. Il y a de la passion dans tout ça. Hein. Il y a de la passion, il faut rendre à César ce qui est à César quand même, parce que cette mesure, elle a été quand même pensée par Shai Piron, qui vient d'annoncer d'ailleurs, l'ancien ministre de l'Éducation, qui vient d'annoncer sa démission de la Knesset, et donc Naftali Bennett prend le flambeau. Ce qui est très intéressant de voir dans ces images, c'est quand même 2 personnes que tout oppose, Naftali Bennett, Shimon Peres, 2 mondes, 2 idéologies, 2 idées bien diamétralement opposées, mais pour le bien des enfants. Voilà. Pour les mathématiques. Donc, chers élèves, cette année, vous êtes prévenus, attention aux mathématiques. Oui, Julien. C'était qu'au moment de la rentrée des classes, il y a une caméra qui a suivi évidemment la famille de Naftali Bennett, puisque c'est le ministre de l'Éducation, et qu'il avait un enfant qui est rentré en CP, et que la présentatrice lui a dit alors votre fils ou votre fille, je sais plus, va faire maths coef 5. Il a dit je sais pas si je vais réussir à les convaincre. Donc il reste quand même père de famille et conscient des réalités
expliquer. La prochaine émission, vous nous dites combien ça fait racine carrée de 244 par exemple. Pas de problème, je suis la meilleure personne pour ça, vous le verrez. Allez, tout comme l'Europe, Israël fait face à une crise des migrants. Le pays a libéré des centaines de réfugiés et demandeurs d'asile après 12 mois dans un centre de détention dans le sud du pays. Mel Benoliel a suivi l'un d'entre eux. Regardez. Il est de nouveau libre. Après plus de 18 mois passés en rétention dans ce centre situé dans le désert du Negev, c'est enfin le jour de la libération pour Moussa, arrivé en Israël en 2008 depuis le Soudan et un Darfour en guerre. Ils viennent juste de nous libérer, enfin, c'est ce qu'ils ont dit, mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'être libre car je ne sais pas où je vais aller maintenant. Comme Moussa, ils sont 1200 à bénéficier d'une décision de justice. Il y a quelques jours, la Cour suprême a statué que les migrants ne pouvaient pas être détenus à Choulot plus de 12 mois. Des migrants qui se voient par ailleurs interdits d'accès aux villes de Tel Aviv et d'Elat. Une interdiction mise en place par le ministère de l'Intérieur et écrite noir sur blanc sur un document d'identité que se voit offrir chaque nouveau libéré. Ça n'est pas mon problème, c'est celui du gouvernement. Ils nous libèrent d'ici, mais pour aller où? Parce que si tu veux m'envoyer quelque part, dis-moi où je dois aller. Chaque migrant libéré dans le cadre de la décision de la Haute Cour qui se ferait arrêter à Tel Aviv ou à Eilat sera envoyé directement à Saharonim, une prison traditionnelle qui se trouve être ni plus ni moins juste en face du centre de rétention de Choulot. Une décision qui conforte la stratégie du gouvernement selon cette militante des droits de l'homme. C'est parfaitement réfléchi et c'est dans la continuité de ce qui se passe à Choulot. L'État d'Israël n'a qu'un seul but dans cette histoire, leur faire quitter le pays de leur plein gré en leur rendant la vie impossible. C'est le but ultime et tout est fait dans ce sens. Une politique qui porterait ses fruits. Selon le ministère de l'Intérieur, 8335 demandeurs d'asile ont quitté Israël ces 2 dernières années. Un véritable manque à gagner pour Israël si l'on en croit cet employé d'hôtel venu chercher à Choulot de la main-d'œuvre. Je suis en train de faire des entretiens de travailleurs potentiels pour nos hôtels de la mer Morte. Nous avons sans cesse des besoins pour améliorer la qualité de nos services. Nous ne prenons que les meilleurs. Au cours des dernières années, 47 000 migrants ont réussi à entrer illégalement en Israël via l'Égypte, à la recherche d'un emploi, mais surtout d'une terre d'asile. Oui, je suis désormais libre, mais je ne sais pas de quel genre de liberté il s'agit. Car on me libère, mais je ne peux pas me rendre où je veux aller. Donc non, je ne me sens pas heureux et je le serai uniquement quand je retournerai dans mon pays, en homme libre. Oui, j'ai beaucoup d'affaires, mais c'était ma maison ici, tu sais. Je suis très heureuse que certains d'entre eux quittent enfin cet endroit. Mais j'en connais beaucoup d'autres qui ont déjà une convocation en poche. Qu'ils viennent du Soudan, d'Érythrée ou du Congo, la quasi-totalité d'entre eux demandent le statut de réfugié. Mais Israël n'a accordé ce statut qu'à seulement 1% d'entre eux, le taux le plus bas de tous les pays occidentaux. Alors Julien Baloul, des conditions difficiles. Pourquoi le problème de l'immigration se pose aujourd'hui ? En fait, c'est assez récent en Israël et à l'inverse de l'Europe où il y a un flux migratoire continu. Le flux migratoire en Israël est stoppé, on va comprendre pourquoi dans un instant. Donc il faut qu'Israël règle le problème de ceux qui sont actuellement présents. Et le problème est récent pour 2 raisons. D'une part parce que je me souviens avoir assisté à des commissions parlementaires à la Knesset, Valérie, où les députés expliquaient que le problème de l'immigration clandestine s'était posé soudainement parce que les lois sur l'immigration clandestine n'étaient pas adaptées. Parce que lorsque l'État d'Israël est né, personne n'imaginait que quelqu'un risquerait sa vie pour venir en Israël. Donc personne n'imaginait que des Africains traverseraient le désert à pied pour arriver en Israël. Mais c'est arrivé. Il y avait la frontière entre Israël et l'Égypte qui était une véritable passoire. Regardez ce graphique. Voilà, ils ont construit une barrière de sécurité métallique et regardez cette chute à partir de 2011-2012 qui correspond au début de la construction de la barrière métallique. Vous voyez une augmentation donc du milieu des années 2000 jusqu'à 2012-2011, constante, presque constante, et une chute qui est
impressionnante. Donc déjà, le problème est réglé, ils ne rentrent plus. Voilà, maintenant, ceux qui sont là. Est réglé. En tout, en Israël, on estime, selon l'ONU, qu'il y aurait 50 000 réfugiés qui vivent en Israël. Ceux qui sont là et ceux qui ont été libérés de Hulot, c'est-à-dire ceux qui étaient détenus depuis plus d'1 an, ont l'autorisation donc de sortir, mais interdiction de se rendre à Tel Aviv et Eilat. Regardez la carte en Israël. Alors pourquoi? C'est très simple. Eilat et Tel Aviv, ce sont les villes les plus touristiques du pays. Eilat, c'est très simple, c'est dans le désert, donc c'est facile d'accès. Donc c'est là où il y a le plus de travail. Et donc c'est là où il y a plus de réfugiés africains. Les deux villes donc sont on leur actuellement... interdit de travailler clairement. Exactement, on les écarte de ces villes parce qu'il y a déjà trop de réfugiés clandestins. Et Arad, qui était l'autre point qu'on a signalé, c'est une ville qui s'est plainte en disant nous, si on a beaucoup de réfugiés clandestins, pourquoi est-ce que vous les autorisez à revenir? Notez, Valérie, tout de même qu'en septembre 2014, lorsque les clandestins ont commencé à être placés en centre de rétention, selon la police de Tel Aviv, la criminalité dans le sud de Tel Aviv a baissé de 20%. Merci Julien. Allez, on se rend maintenant à Jérusalem où, comme dans chaque ville du monde, les automobilistes se servent d'un GPS pour éviter les embouteillages ou tout simplement trouver son chemin. Sauf que dans la capitale israélienne, l'application GPS Waze fait polémique, créée par les Israéliens et depuis vendue à Google. Ce logiciel de navigation propose aux utilisateurs d'éviter les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. En clair, une division de facto de la ville. Mathias Inbar, vous avez voulu en savoir plus. Vous l'avez donc testé, cette application. Exact. On va regarder le reportage et puis on en parle après. Nous sommes sur le mont Scopus, derrière moi la vieille ville de Jérusalem, et nous avons décidé de nous rendre vers la promenade d'Armon HaNativ, un vol d'oiseau à 2,6 km. Voyons donc si l'application Waze fait une différence entre les routes sous contrôle israélien et les routes sous contrôle palestinien. On s'y rend. Une fois dans la voiture, il suffit de cocher la case adéquate pour ne rouler que sur les routes israéliennes selon l'application. Et là, nous devrions logiquement rouler pendant 27 minutes. Aux alentours de midi, au mois d'août, à Jérusalem, le trafic est censé être dense. La preuve en image. Tournez à gauche. Entre les multiples feux rouges interminables, les embouteillages, d'autant que nous empruntons la route numéro 1, l'artère centrale qui relie le sud au nord de la capitale, difficile de se déplacer rapidement. Que ne faut-il pas faire pour respecter les consignes de navigation de Waze pour rejoindre l'autre flanc de collines qui surplombe et entoure Jérusalem? Une fois arrivé sur place, il faut alors se remotiver pour traverser à nouveau la ville et afin de rejoindre le fameux mont Scopus. C'est parti. On décoche alors la case « Éviter les territoires sous contrôle palestinien ». On soumet la même destination, soit la promenade Armon HaNativ. Et là, surprise, le temps s'est miraculeusement réduit. 18 minutes contre 26 au préalable. Engagé dans la descente vers le quartier de Silouan, on est alors au cœur de Jérusalem-Est, théâtre ces derniers mois de violents affrontements entre jeunes musulmans et forces de sécurité israéliennes. On refait le test pour savoir si Waze nous permettrait de faire marche arrière. Le test est sans appel, pas de chemin israélien. Un état de fait que conteste Nir Barkat, le maire de Jérusalem, via ce communiqué. La définition par Waze de certaines zones à Jérusalem comme faisant partie de l'autorité palestinienne n'a aucun fondement et n'est pas recevable. Je demande à la direction de Waze de ne pas transformer une application technologique en un outil politique. Son conseiller municipal, Aryeh King, va plus loin. Tant qu'ils ne règlent pas ce problème, je pense qu'il n'y a aucune raison d'utiliser l'application. Le jour où ils écouteront ce que le maire de Jérusalem et la police leur dit, alors nous pourrons de nouveau l'utiliser. En attendant, force est de constater que la direction de l'application n'est pas revenue sur la division de facto de Jérusalem. Officiellement, ce changement est dû à des raisons de sécurité, mais difficile de confirmer, Waze n'a pas souhaité nous répondre. D'autant qu'il est presque impossible de savoir à quel moment nous avons traversé cette frontière technologique pour se retrouver dans les rues de Ras Al Hamoud, Silouan et Jabal Moukaber. Nous sommes donc arrivés sur cette promenade d'Armon HaNativ. 10 minutes séparent les routes sous contrôle israélien des routes sous contrôle palestinien selon Waze. De quoi être désemparé ou en l'occurrence être dérouté. Donc Mathias, si j'ai bien calculé, il y a 10 minutes de différence entre les deux chemins. Finalement, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions si tranchées sur une division de Jérusalem? Oui, parce que 10 minutes, c'est d'une colline à une autre. Jérusalem est une petite ville. C'est surtout, il faut comprendre quand même, que 10 minutes sur un petit parcours, cela signifie
beaucoup plus, surtout lorsque le trafic est beaucoup plus dense et surtout lorsque, par exemple, j'ai fait moi-même le test, j'ai voulu faire le test en dehors de Jérusalem. Lorsque vous prenez la route 443 en direction de Tel Aviv, vous passez, vous savez, c'est cette route qui longe l'autre côté de Jérusalem vers Tel Aviv. Vous allez en direction du passage de Calandia. Et là, vous avez une petite zone industrielle qui s'appelle Anata. Eh bien, lorsque vous êtes à Anata, pour rejoindre le passage de Calandia, vous êtes dans les territoires israéliens, sous contrôle israélien, en tout cas selon Waze, vous mettez 45 minutes. Vous allez en direction de ce même chemin via les routes palestiniennes, eh bien, vous mettez 22 minutes. Vous voyez que la différence est double. Merci Mathias. Allez, on va parler tout de suite de la femme de la semaine avec vous, Julien, le ministre de la Parité, dans une affaire qui ne concerne justement que les hommes. Oui, justement, c'est la ministre de la Parité et elle est allée aider les hommes qui veulent porter la barbe, comme moi. C'est la mode, hein. Voilà, exactement, mais j'ai pas attendu que ce soit la mode. Moi, ça fait maintenant des années... Il y a une Autrichienne qui porte la barbe aussi. C'est vrai, mais je ne suis ni autrichienne, ni rien d'ailleurs. Donc, c'est une ministre de la Parité qui a voulu aider les hommes qui ne portent pas de kippa et qui veulent porter la barbe dans l'armée, parce qu'il faut savoir qu'à l'armée, donc les religieux n'ont pas l'obligation de se raser, et elle a réussi à obtenir de la Cour suprême que les non-religieux puissent porter la barbe. Merci beaucoup, Julien. C'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Surtout, ne changez pas de chaîne. Midi ensemble, ça continue.